Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci l'enzymologie. Donc dans cette présentation, nous allons voir cette spécialité de la biochimie qui est l'enzymologie, qui s'intéresse à tout ce qui concerne les réactions enzymatiques. Le plan de cette présentation est organisé comme suit. Donc tout d'abord, nous allons voir une petite introduction, quelques définitions pour permettre de comprendre ce qui va suivre dans le cours. Par la suite, nous aborderons les caractéristiques d'une enzyme. Nous allons voir quelles sont les particularités des enzymes, les structures des enzymes, leur classification, et aussi nous allons avoir un bref aperçu sur les systèmes de nomenclature internationaux des enzymes. Vous allez comprendre aussi que les enzymes, ce sont des molécules qui sont régulées, et on va voir ici les différents modes de régulation de la réaction enzymatique. Par la suite, nous essayons de comprendre la cinétique enzymatique à un substrat, ou bien la cinétique michaélienne. Par la suite, nous allons prendre deux exemples de régulation enzymatique, qui sont les régulations par des inhibiteurs chimiques et la régulation allostérique. Donc tout d'abord, introduction. Donc dans l'organisme, vous savez qu'il se déroule un très grand nombre de réactions biochimiques. Ces réactions sont très complexes et interconnectées. Elles constituent le métabolisme. Parmi ces réactions-là de métabolisme, il existe celles qui appartiennent à l'anabolisme. Ces réactions-là, donc, sont des réactions qui, à partir de molécules élémentaires, produisent des molécules complexes et généralement, ces réactions-là consomment de l'énergie. Vous avez de l'autre côté les réactions du catabolisme qui, quant à elles, dégradent des molécules complexes pour produire des molécules beaucoup plus simples et fournir de l'énergie. Parmi les réactions de l'anabolisme, on peut prendre l'exemple de la néoglycogénèse qui va produire du glucose à partir du substrat non glucidique en consommant de l'énergie. Et dans le catabolisme, on prend l'exemple de la voie catabolique de la glycolyse qui dégrade le glucose en pyruvate et en molécules réduites, NADH, en produisant de l'énergie. Donc ces réactions, puisqu'elles se déroulent à l'intérieur de notre corps, donc elles vont se faire évidemment à température qui est égale à 37 degrés et à un pH de 7,4 et en présence obligatoire de catalyseurs biologiques ou bien d'accélérateurs biologiques qui sont les enzymes. Donc les enzymes, vous allez le comprendre par la suite, ce sont des substances ou bien des molécules qui vont venir augmenter la vitesse des réactions biochimiques, accélérer les réactions biochimiques. Donc, ces enzymes-là sont obligatoires pour le métabolisme. Si elles n'étaient pas présentes, les réactions prendraient un temps très grand pour se dérouler et cela serait incompatible à la vie. Donc, les enzymes sont nécessaires à la vie. Maintenant, on va voir quelques définitions pour pouvoir continuer et pour pouvoir comprendre la suite du cours. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'enzymologie? Le terme général de l'enzymologie désigne une spécialité de la biochimie qui étudie tout ce qui concerne les enzymes. Ça veut dire, elle étudie la structure, les différents modes d'action des enzymes, le rôle et les caractéristiques des enzymes. Donc, elle s'intéresse aussi à tout ce qui est cinétique enzymatique, c'est-à-dire, elle décrit la vitesse des réactions catalysées par les enzymes. Qu'est-ce que c'est qu'une enzyme maintenant? Donc, il faut savoir que les enzymes, ce sont des macromolécules d'origine protéique. Donc, la plupart des enzymes sont des protéines, exception faite des ribosymes, qui sont des ARN doués d'activité catalytique. Ces enzymes-là vont jouer le rôle de catalyseurs biologiques, ça veut dire d'accélérateurs de vitesse de réaction biochimique. Elles vont venir augmenter la vitesse d'une réaction biochimique de telle manière à ce qu'elle se fasse plus rapidement. Il faut faire attention, ces enzymes-là, certes, elles modifient la vitesse de réaction biochimique, mais en aucun cas, elles ne modifient la thermodynamique de la réaction. C'est-à-dire qu'elles ne modifient pas la constante d'équilibre d'une réaction, elles ne modifient pas aussi les produits de la réaction. Donc ça veut dire que les enzymes n'ont aucun rôle dans la variation de l'énergie d'une réaction, ou bien elles n'interfèrent pas dans la réaction de telle manière à ce qu'elles modifient les produits. Donc elles vont venir seulement augmenter la vitesse d'une réaction. Donc ces enzymes-là, elles agissent à des faibles concentrations par rapport aux produits et par rapport aux réactifs. Elles sont retrouvées intactes à la fin de la réaction. Ça veut dire qu'elles sont régénérées à chaque fin de réaction. Qu'est-ce que c'est qu'un substrat maintenant? Le substrat, c'est tout simplement la molécule qui est reconnue spécifiquement par le site catalytique des enzymes. Et ensuite, ce substrat-là est transformé par l'enzyme en un produit. Le produit, c'est ce qui est obtenu à la fin de la réaction biochimique, donc enzymatique. Donc les substrats sont transformés à la fin en produits.
Passons maintenant aux caractéristiques d'une enzyme. Parmi les caractéristiques d'une enzyme, la spécificité. En effet, les enzymes sont douées de spécificité et cette spécificité peut être double, vis-à-vis de son action ou bien vis-à-vis du substrat. Premièrement, spécificité d'action. Donc, en effet, chaque enzyme est spécialisée dans une seule réaction donnée. Ça veut dire qu'elle est spécialisée. On prend l'exemple des transaminases, des enzymes qui désaminent les acides aminés dans notre corps, les décarboxylases, des enzymes qui enlèvent le groupement carboxyle, ou bien le groupement CO2 d'une molécule donnée, et les désaminases. La deuxième spécificité, c'est par rapport au substrat. En effet, les enzymes n'agissent que sur un substrat, ou bien un groupe de substrats qui ont les mêmes caractéristiques. Donc on peut dire que l'enzyme reconnaît spécialement ou bien spécifiquement son substrat. Elle identifie son architecture spatiale par rapport à son site d'action. Dans cette spécificité, nous avons, selon le degré de la spécialisation, on distingue deux types de spécificité. Une spécificité étroite, ça veut dire que l'enzyme ne transforme qu'un seul substrat, exemple la glucokinase, qui catalyse la réaction de transfert du groupe phosphate sur le glucose, ou bien une spécificité large. Dans ce cas, l'enzyme agit sur un groupe de substrats qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple l'exokinase, qui agit sur tous les aldohexoses. Deuxième caractéristique, c'est l'efficacité. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques qui sont beaucoup plus efficaces que les catalyseurs chimiques. Ces enzymes-là, avec une concentration très faible, peuvent augmenter, multiplier la vitesse d'une réaction jusqu'à 1 million de fois. Elles restent intactes, ces enzymes-là, à la fin de la réaction. Elles ne sont pas dégradées, elles ne sont pas modifiées. Mais, chose importante à savoir, c'est que ces enzymes-là augmentent la vitesse de la réaction, mais ne modifient pas l'équilibre de la réaction. Ça veut dire qu'elles n'agissent pas sur la thermodynamique de la réaction. Ou bien, en d'autres termes, elles ne modifient pas l'énergie de la réaction. Donc, quand je vous ai dit l'enzyme n'est pas transformée à la fin de la réaction, on la retrouve intacte telle qu'elle à la fin de la réaction. Ces enzymes-là agissent à des concentrations très très faibles par rapport au substrat et par rapport au produit, d'où justement leur efficacité. Troisième caractéristique, c'est la régulation. Donc, comme je vous ai dit au début de cette présentation, les enzymes peuvent être régulées et cette régulation-là est nécessaire et importante pour le métabolisme. En effet, si les réactions n'étaient pas régulées, les réactions enzymatiques n'étaient pas régulées, il n'y aurait pas une régulation du métabolisme. Donc la régulation se fait par des modulateurs qui peuvent être soit des activateurs, ce sont des modulateurs donc, qui vont augmenter l'activité de l'enzyme, ou bien des inhibiteurs, ce sont des modulateurs qui vont diminuer l'activité de l'enzyme. Cette régulation-là est primordiale pour, comme je vous ai dit, pour ajuster la vitesse globale d'un métabolisme aux besoins cellulaires. Par exemple, la glycolyse, elle est régulée par la phosphofructokinase. Cette enzyme-là est activée par l'AMP et inhibée par l'ATP. Donc la finalité, c'est quoi? C'est d'activer ou bien d'inhiber la glycolyse en fonction des besoins énergétiques de la cellule. Imaginez un petit peu s'il n'y avait pas cette régulation-là, les réactions ou bien les voies métaboliques de notre corps sont activées toutes en même temps et il n'y aura pas de régulation et il n'y aura pas d'harmonisation entre les différentes voies métaboliques de notre organisme. Passons maintenant à la structure d'une enzyme. Donc comme on le sait déjà, toutes les enzymes sont de nature protéique, mis à part les ribosymes qui sont de nature nucléique. Les ribosymes donc, sont des ARN doués d'activité enzymatique. Donc, toutes les enzymes sont des protéines, mis à part les ribosymes, et ces enzymes-là sont de nature globulaire, parce que vous savez que dans les protéines, vous avez deux types, les protéines globulaires et les protéines fibreuses. Les enzymes sont des protéines globulaires. Les enzymes aussi contiennent tout un site actif qui est responsable de la reconnaissance spécifique du substrat et de la catalyse enzymatique. Donc, vous voyez ici, vous avez votre enzyme qui a une structure tridimensionnelle. Et dans cette structure-là, vous avez le site actif. Ce site actif-là va être responsable de deux choses. Donc, premièrement, de la reconnaissance du substrat d'une manière spécifique. Et ensuite, une fois le substrat reconnu et fixé, le site actif est responsable aussi de la catalyse enzymatique. Ou bien, en d'autres termes, c'est à ce niveau-là que se déroule la réaction enzymatique. À la fin de la réaction enzymatique, donc le substrat est transformé en produit et l'enzyme est régénérée telle qu'elle. Donc le site actif, comme je vous ai dit, contient, ou bien est responsable de deux choses. Donc il contient le site de fixation de reconnaissance spécifique du substrat. Donc le site actif reconnaît la structure du substrat et détermine l'affinité et la spécificité vis-à-vis du substrat. Ça, c'est la première fonction du site actif. Deuxièmement, il contient aussi le site catalytique qui est responsable
de la transformation du substrat en produit. Et ce site catalytique, c'est lui qui détermine la vitesse et la spécificité de la réaction. Comment cela? En effet, au niveau du site catalytique, il existe des acides aminés qui contiennent des chaînes latérales réactives qui sont impliquées dans la réaction chimique. Voilà, donc maintenant si on récapitule, donc le site actif contient lui-même deux autres sites, un site de fixation de reconnaissance du substrat d'une manière spécifique et un site catalytique responsable de la réaction enzymatique. Donc voilà, donc le site actif est responsable de deux choses, de la reconnaissance et de la catalyse. Passons maintenant aux caractéristiques du site actif. Tout d'abord, il faut savoir que ce site actif-là, il occupe une petite place, une petite partie de la structure globale de l'enzyme ou bien de la structure tridimensionnelle de l'enzyme. Deuxièmement, comme les autres parties de l'enzyme, lui aussi adopte une structure tridimensionnelle. Il faut savoir aussi que le site actif est constitué d'acides aminés qui sont proches dans la structure tridimensionnelle, mais qui ne sont pas forcément proches dans la structure primaire de l'enzyme. Donc ils peuvent être proches dans la structure tridimensionnelle, mais éloignés dans la structure primaire. Le substrat se fixe dans le site actif par des liaisons faible énergie, par des liaisons hydrogènes par exemple, ioniques, ou bien des forces de Van der Waals. Ça veut dire que le substrat, une fois fixé dans le site actif, il ne se fixe pas par des liaisons covalentes, mais plutôt par des liaisons de faible énergie. Le site actif, ça on le sait, reconnaît spécifiquement le substrat par un principe de complémentarité clé-serrure. Ça veut dire que la reconnaissance du site actif par rapport au substrat, donc la reconnaissance du substrat par le site actif se fait analogiquement à une clé-serrure, et cela selon le modèle de Fischer. Il faut savoir aussi que la conformation du site actif est modifiée par la liaison du substrat. C'est-à-dire qu'une fois le substrat fixé, cette fixation est susceptible de modifier la conformation tridimensionnelle de notre site actif. Donc ça, c'est le modèle de Kochland. Toujours dans la structure d'une enzyme, il faut savoir que l'enzyme peut contenir une partie protéique, on l'appellera holoprotéine. Donc une enzyme peut être à 100% protéique, on l'appellera à ce moment-là une holoprotéine. Ou bien elle peut contenir une partie protéique, qui sera appelée à ce moment-là apoenzyme, et une partie non protéique, qui sera dite cofacteur. Donc récapitulons, une enzyme peut être à 100% de nature protéique, on l'appellera holoprotéine. Ou bien elle peut contenir une partie protéique, l'apoenzyme, et une partie non protéique, le cofacteur. La totalité, donc l'apoenzyme et le cofacteur, est appelée holoenzyme. Donc naturellement, puisque cette holoenzyme contient une partie protéique et une partie non protéique, cela fait d'elle une hétéroprotéine. Donc une holoenzyme est une hétéroprotéine. Donc voilà ici la partie protéique qui est l'apoenzyme et l'autre partie non protéique qui est le cofacteur. L'ensemble va constituer l'holoenzyme. Donc vous voyez ici que le site actif n'est formé qu'après l'association du cofacteur à l'apoenzyme. Donc le site actif, ou d'une manière indirecte, l'activité de l'holoenzyme dépend de la présence du cofacteur. Donc la structure de l'enzyme complète n'est formée qu'en présence du cofacteur. Ces cofacteurs sont des substances chimiques non protéiques contrairement aux enzymes, et ces cofacteurs ne sont pas transformés définitivement à la fin d'une réaction enzymatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la réaction, ces cofacteurs peuvent être transformés, mais ils sont aussitôt ressuscités à la fin de la réaction. Parmi les rôles des cofacteurs, c'est de transporter ou bien de compléter un substrat, accepter un produit ou bien de participer à la structure de l'enzyme. Donc, les enzymes qui dépendent des cofacteurs ont besoin de ces substances-là, donc de ces cofacteurs-là, pour exercer l'une de ces fonctions-là. Ces cofacteurs-là peuvent être des cofacteurs métalliques, tels que des ions de fer, de zinc ou de magnésium. Par exemple, on sait que les catalases dépendent dans leur activité de la disponibilité en fer. Toutes les kinases aussi ont besoin de magnésium pour fonctionner. L'anhydrase carbonique est aussi dépendante du zinc, donc le zinc est nécessaire à son activité. Ou bien, donc il peut être un cofacteur métallique ou bien un coenzyme. Un coenzyme, c'est une molécule biologique synthétisée par notre corps à partir des vitamines. Une carence dans l'une
des vitamines peut entraîner une pathologie qui est liée à la perte d'activité enzymatique qui lui est dépendante. Ces coenzymes, à leur tour, peuvent être des groupements prostétiques ou bien des co-substrats. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un groupement prostétique? Les groupements prostétiques, ce sont des coenzymes qui ne se dissocient pas de l'enzyme. Donc, ça veut dire qu'ils sont liés à l'enzyme par des liaisons de forte énergie de type covalente. Donc, naturellement, leur concentration est la même que celle des enzymes. On parle ici de concentration catalytique. On prend l'exemple du phosphate de pyridoxal, le PLP, qui dérive de la vitamine B6 et qui est indispensable au fonctionnement des transaminases, ces enzymes qui catalysent les réactions de transfert des groupements amines des acides aminés, donc des transaminations. De l'autre côté, vous avez les co-substrats. Contrairement aux groupements prostétiques, les co-substrats sont des coenzymes qui se dissocient de l'enzyme à chaque réaction catalysée. Cela veut dire qu'ils ne sont pas liés de manière énergétique à l'enzyme, donc ils sont liés à l'enzyme par des liaisons de faible énergie de type électrostatique. Donc leur concentration, contrairement aux groupements prostétiques, est de même ordre de celle des substrats. On parle ici de concentration stéchiométrique. On prend l'exemple du NAD qu'on connaît, ou bien du nicotinamide adénine dinucléotide. Ce coenzyme-là dérive de la vitamine B3. Il intervient dans certaines réactions d'oxydoréduction. Par exemple ici, le pyruvate et le lactate. Donc quand le lactate est oxydé en pyruvate, le NAD est réduit en NADH+, sous l'action de la lactate déshydrogénase. Donc ici, le NAD, c'est un co-substrat de la lactate déshydrogénase. Donc c'est un coenzyme et plus précisément un co-substrat. Donc si on essaie de récapituler, donc dans les cofacteurs, vous avez les cofacteurs métalliques et les coenzymes. Dans les coenzymes, vous avez les groupements prostétiques intimement liés à l'enzyme et les co-substrats qui se lient aux enzymes par des liaisons de faible énergie de type électrostatique. Donc ça, concernant les cofacteurs. Maintenant, si on parle un petit peu de la partie protéique de l'enzyme ou bien de l'apoenzyme, donc puisque cette partie-là, elle est de type protéique, elle est de nature protéique, elle peut avoir plusieurs niveaux d'organisation structurale à l'image de toutes les autres protéines. Ça veut dire qu'elle peut adopter dans son organisation plusieurs niveaux de structure. Donc la structure primaire qui correspond au simple filament d'acides aminés liés entre eux en tête bêche par des liaisons en peptidique, donc le simple filament d'acides aminés. Ensuite, ce filament d'acides aminés peut commencer à s'enrouler pour s'organiser dans l'espace en des structures secondaires de type hélice ou bien de feuillet plissé bêta. Ensuite, par la suite, l'association des différentes structures régulières secondaires peut donner des structures tertiaires. Et par la suite, ces structures tertiaires, donc, qui constituent une chaîne peptidique, peuvent s'associer entre elles. Donc, on peut avoir plusieurs chaînes peptidiques de structures tertiaires qui vont s'associer pour former une structure beaucoup plus complexe, qui est la structure caténaire des complexes enzymatiques. Arrivons maintenant à la classification des enzymes. Il faut savoir que les enzymes sont classées en fonction des réactions qu'elles catalysent en 6 catégories. Leur première catégorie, c'est le groupe des oxydoréductases. Donc ici, les enzymes qui appartiennent à ce groupe sont spécialisées dans les réactions d'oxydoréduction. Donc on prend l'exemple de la lactate déshydrogénase qu'on a vu tout à l'heure. Donc cette lactate déshydrogénase va oxyder une molécule de lactate en pyruvate. Donc vous avez ici, dans le lactate, vous avez un groupement hydroxyde qui sera transformé en un groupement cétone. Et en même temps, il y aura réduction d'une molécule de NAD en NADH+. Donc les oxydoréductases sont responsables du transfert d'électrons entre deux molécules. Le deuxième groupe, c'est le groupe des transférases. Les enzymes qui appartiennent à cette catégorie-là sont spécialisées dans le transfert de groupements entre deux molécules. On prend l'exemple de la pyruvate kinase qui catalyse le transfert des groupements phosphate à partir de l'ATP sur une molécule de pyruvate pour donner le phosphoénol pyruvate. Le troisième groupe, c'est le groupe d'hydrolase. Ce groupe d'enzymes catalyse la réaction d'hydrolyse ou bien de la coupure des liaisons covalentes en usant d'une molécule d'eau. On prend l'exemple des peptidases qui hydrolysent la liaison peptidique en utilisant une molécule d'eau. Vous avez ici un dipeptide par exemple. Sous l'action des peptidases, d'une peptidase, ce peptide-là sera transformé en 2 acides aminés. Donc il y aura ici hydrolyse de la liaison peptidique. Quatrième groupe, le groupe des liases. Comme les hydrolases, ces enzymes-là coupent les liaisons covalentes, mais elles n'utilisent pas de molécules d'eau. On prend l'exemple des pyruvates décarboxylases. Cette pyruvate décarboxylase, elle va décarboxyler le pyruvate, donc elle va enlever
le groupement carboxyle ici et le libérer sous forme de CO2. Et le pyruvate à ce moment-là sera transformé en acétaldéhyde. Et cette pyruvate décarboxylase a besoin d'un coenzyme qui est la thiamine pyrophosphate. Ce coenzyme-là, c'est un groupement prostétique. Donc ça, c'est un exemple de groupement prostétique. Le cinquième groupe des enzymes, c'est le groupe des isomérases. Ces enzymes-là catalysent la réaction de changement d'emplacement de groupement dans la même molécule. Par exemple, la glucose 6-phosphate isomérase qui transforme le glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Le dernier groupe, c'est le groupement des ligases. Donc, contrairement aux hydrolases et aux liases, les ligases forment les liaisons covalentes et généralement, il y a utilisation d'une molécule d'ATP ou bien hydrolyse d'une molécule d'ATP. Donc, on a besoin ici d'énergie. Donc, ici, les ligases vont condenser deux groupements entre eux pour former une liaison covalente. On prend l'exemple de la glutamine synthétase qui, à partir du glutamate et une molécule d'ammonium, il va y avoir formation d'une glutamine en hydrolysant de l'ATP pour fournir de l'énergie. Arrivons maintenant à la nomenclature des enzymes. Donc, il existe 3 systèmes de nomenclature pour permettre de nommer les enzymes. Le premier, c'est le numéro de code qui a été établi par l'Union internationale de biochimie en 1961. Donc, cette union a codifié la nomenclature et la classification des enzymes en un numéro officiel. Ça veut dire que cette union internationale a standardisé en quelque sorte la nomenclature des enzymes de telle manière à ce que partout dans le monde, toutes les enzymes répertoriées porteront le même numéro de code. Ce numéro de code est formé de 4 chiffres précédés de 2 lettres EC qui veut dire commission des enzymes. Donc chaque enzyme porte un code. Ce code est formé de 4 numéros précédés par les 2 lettres EC pour dire commission des enzymes. Donc voilà, grâce à ce système de codification, chaque enzyme partout dans le monde aura le même code, le même numéro. Qu'est-ce que représentent ces numéros-là? Donc le premier numéro, le W, indique la classe à laquelle appartient l'enzyme, donc les classes qu'on vient de voir, de 1 à 6. Le X indique la sous-classe ou bien le mécanisme de la réaction. Le Y indique la molécule impliquée dans la réaction ou bien la sous-sous-classe. Et le Z indique le numéro d'ordre dans la sous-sous-classe de cette enzyme-là. On prend l'exemple de la glutamate deshydrogénase. Son numéro de code est EC14121. 1, c'est pour indiquer la classe des oxydoréductases. Le deuxième moyen qu'on dispose pour nommer les enzymes, c'est tout simplement le nom systématique. Dans ce système de nomenclature, on doit préciser la nature du donneur, la nature de l'accepteur et le type de réaction catalysée. On prend l'exemple de la lactate NAD oxydoréductase. Donc ce nom nous indique que cette enzyme, c'est une oxydoréductase, ça veut dire qu'elle appartient à la classe numéro 1 et que cette enzyme-là va transférer les protons du lactate vers le NAD. Donc, ça nous renseigne un petit peu sur la réaction qui a été catalysée. Donc, tout d'abord, dans ce système-là, on met en premier le donneur, le deuxième, l'accepteur, et troisièmement, la nature ou bien le type de la réaction catalysée. Voilà, donc c'est cette enzyme-là que nous avons vue dans les 2 premiers exemples. Le deuxième exemple, c'est l'ATP pyruvate 2O phosphotransférase. Donc, cette enzyme-là va catalyser le transfert d'un groupement phosphate de l'ATP vers le pyruvate en position 2. Donc voilà, donc à partir de l'ATP, on va venir placer un groupement phosphate au niveau du pyruvate pour donner le phosphoénol pyruvate. Troisième nomenclature, c'est le nom commun. Donc c'est en quelque sorte l'appellation abrégée qu'on utilise souvent pour faciliter la nomination des enzymes. Cette appellation abrégée est consacrée à l'usage. On prend l'exemple donc de ce qu'on vient de voir maintenant, la lactate NAD oxydoréductase, c'est la lactate deshydrogénase. Donc, c'est une nomenclature simplifiée de l'enzyme. L'ATP pyruvate 2O phosphotransférase, c'est la pyruvate kinase, et ainsi de suite. Arrivons maintenant aux différents modes de régulation enzymatique. Donc, comme nous l'avons vu au début de cette présentation, l'activité enzymatique peut être régulée, et nous avons dit que cette régulation était primordiale et nécessaire pour maintenir l'harmonie du métabolisme. Il faut savoir qu'il existe plusieurs modes de régulation. Parmi ces modes de régulation, il y en a qui font partie de la régulation extrinsèque. Donc, dans ce type de régulation-là, l'activité de l'enzyme n'est pas modifiée directement. Vous allez le comprendre par la suite. Donc, dans la séance prochaine, dans la vidéo prochaine, chaque enzyme a des constantes catalytiques qui sont la vitesse maximale et le Km. Donc ici, dans ce qui va suivre,
Dans ce mode de régulation-là, on ne va pas modifier les constantes catalytiques de l'enzyme, mais plutôt on va modifier soit la concentration, soit l'isotype de l'enzyme, mais on ne va pas modifier directement les constantes catalytiques de l'enzyme. Le premier mode de régulation extrinsèque, c'est la régulation par les isoenzymes. Qu'est-ce que c'est qu'un isoenzyme? Les isoenzymes, ce sont des multiples formes de la même enzyme. Ça veut dire que ce sont des formes différentes qui catalysent la même réaction enzymatique, mais qui ont des constantes ou bien des catalyses différentes, des vitesses de catalyse différentes. Ces isoenzymes sont synthétisés par des organes différents et c'est un moyen que dispose l'organisme pour justement réguler l'activité d'une enzyme qui catalyse la même réaction d'un organe à un autre organe. On prend l'exemple de la glucokinase et de l'exokinase. Donc glucokinase, exokinase, ce sont deux isotypes de la même enzyme qui catalysent la même réaction qui est le transfert du groupe en phosphate sur le glucose. Sauf que la glucokinase est présente au niveau du foie. Cette glucokinase a une faible affinité pour le glucose, mais elle a une grande spécificité, alors que l'exokinase, elle est ubiquitaire, elle a une forte affinité pour le glucose, mais elle est de faible spécificité. Donc vous voyez que la glucokinase et l'exokinase sont deux enzymes qui catalysent la même réaction, mais elles sont produites dans deux endroits, dans des organes différents, et elles ont des constantes catalytiques aussi qui sont différentes, donc l'affinité qui est différente et la spécificité qui est différente. Le deuxième moyen de régulation extrinsèque, c'est la régulation par la concentration de l'enzyme. Et cette concentration dépend de quoi? Dépend de la régulation au niveau de la synthèse des enzymes, donc lors de la transcription cellulaire, ou bien de la traduction, ou lors des modifications post-traductionnelles. Par exemple, l'insuline active la synthèse de la lipoprotéine lipase. Donc, l'un des moyens que dispose l'organisme pour réguler l'activité des enzymes, c'est tout simplement de modifier sa concentration par la régulation de sa synthèse au niveau transcriptionnel ou bien traductionnel. Le deuxième moyen de la régulation de la concentration, c'est la régulation de la dégradation des enzymes par le système ubiquitine-protéasome. Donc voilà, la concentration des enzymes influe sur l'activité des enzymes et il existe deux moyens de contrôler la concentration des enzymes, soit par le contrôle de sa synthèse ou bien le contrôle de sa dégradation. Donc voilà, ça concernant les régulations extrinsèques ou bien les régulations indirectes de l'activité enzymatique. Le deuxième moyen de régulation, ce sont les régulations ici qui sont dites intrinsèques. Ça veut dire que ces modes de régulation vont venir modifier directement l'activité d'une enzyme ou bien modifier les constantes catalytiques de l'enzyme. Premier moyen de régulation, c'est tout simplement la régulation par le pH et la température. Donc il faut savoir que le pH et la température sont essentiels et nécessaires à l'activité des enzymes, tout simplement parce que les enzymes sont de nature protéique et nous savons que les protéines dépendent du pH et de la température. Donc chaque protéine, chaque enzyme a un pH et une température de fonctionnement optimale. Et si on modifie cette température, ce pH-là, automatiquement l'activité catalytique de l'enzyme sera modifiée. Deuxième moyen de régulation intrinsèque, c'est la régulation par des effecteurs chimiques. Les effecteurs chimiques, ce sont tout corps minéral ou organique qui peut venir modifier l'activité enzymatique, donc la vitesse enzymatique ou bien l'affinité de l'enzyme par rapport à son substrat. Ils peuvent être ces effecteurs soit des activateurs, soit des inhibiteurs. Troisième mode de régulation, c'est la régulation par des modifications covalentes. Ça veut dire par les modifications chimiques que subissent les enzymes après la traduction par des modifications post-traductionnelles. Donc il faut savoir que on peut modifier l'activité de l'enzyme par l'ajout ou bien le retrait de groupements chimiques via des liaisons covalentes. Ces modifications vont altérer la conformation de l'enzyme, donc vont modifier la structure tridimensionnelle de l'enzyme, ce qui va avoir comme impact de modifier l'activité de l'enzyme en l'activant ou bien en l'inhibant. On a comme exemple ici la glycogène synthétase, donc l'activité catalytique est modifiée par phosphorylation, ou bien l'activation des enzymes digestifs par protéolyse. Donc vous savez que les enzymes digestifs sont synthétisées, sont traduites en proenzymes et elles deviennent actives que lorsqu'elles sont déversées dans le contenu digestif et après il y a protéolyse d'une partie de leur structure protéique. Quatrième mode de régulation, c'est la régulation par allostérie. Donc ce mode de régulation-là est le plus important. Ce mécanisme se produit lorsqu'une molécule dite effecteur allostérique se lie à un site enzymatique qui est spécifique à lui, appelé site allostérique. Cette liaison-là va aboutir à la modification de la conformation de l'enzyme en modifiant son activité. Par exemple, la modification de l'activité de la phosphofructokinase par l'AMP cyclique ou bien par
l'ATP, qui sont des modulateurs allostériques. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie du cours de l'enzymologie. Donc, dans cette première partie, nous avons vu tout ce qui concerne les généralités sur les enzymes. Donc, on se donne rendez-vous dans une deuxième vidéo pour parler de la cinétique enzymatique à un seul substrat et pour voir les différents modes de régulation par les inhibiteurs et par l'allostérie. Vous pouvez me poser vos questions directement en commentaire. Je tâcherai de vous répondre dans les plus brefs délais et je vous remercie de votre attention.